Prima di dare la parola al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, voglio ricordarvi che il sistema per la registrazione del Catch the Eye è aperto. Per chiedere di intervenire è sufficiente inserire la carta di voto e premere uno qualsiasi dei pulsanti per la votazione elettronica. Chiuderò il sistema di registrazione dopo l'intervento del Presidente Juncker. Jean-Claude, je vous donne tout de suite la parole. Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la République, oui, largement d'accord avec ce que le Président vient de dire. Le Président, tout comme vous-même, Monsieur le Président du Parlement, avait souhaité que s'instaure un dialogue mâle et viril entre le Président de la République et le Parlement européen. Donc, je prends la parole sans abuser du fait que je peux l'avoir. Je voulais tout d'abord dire luxembourgeois que je suis, européen que je veux être, toute mon émotion, mon amitié de voir le président de la République s'exprimer de la façon dont il s'est exprimé. La vraie France est de retour. La vraie France est de retour. Nous, luxembourgeois, avec l'immodestie qui nous caractérise, nous avons pour habitude de dire que le Luxembourg est la petite France de l'étranger. Donc, je salue le retour de la France parmi nous. Et je voulais dire, oui, que votre élection, Monsieur le Président, et la campagne électorale qui fut la vôtre ont donné de nouveaux espoirs à l'Europe. Et je voudrais que l'ambition dont vous êtes faites le porteur pendant la campagne électorale et dans la suite des événements présidentiels soit couronnée de succès. Vous pouvez compter sur la Commission pour vous appuyer dans votre démarche et je veux espérer que s'instaure, tel est le cas déjà aujourd'hui, une véritable complicité d'ambition entre le président de la République française et la Commission. Vous l'avez démontré à de nombreuses reprises. Vous étiez parmi ceux qui ont appuyé tous les efforts de la Commission pour faire de l'Europe sociale non pas un poème, non pas un rêve, mais une réalité d'aujourd'hui et de demain. Que d'autres vous suivent dans cette ambition qui est aussi la nôtre. Vous étiez aux côtés de la Commission lorsqu'il s'agissait de relancer l'Europe de l'investissement. Le plan Juncker, comme on l'appela à l'époque, l'EFSI d'aujourd'hui, a conduit à la mobilisation de 273 milliards d'euros en termes d'investissement, dont 41 en France. Et donc, cette démarche commune, conjointe, qui fut la nôtre, est en train de produire des résultats. Je voudrais que vous ne cessiez pas de co-conduire la lutte européenne pour la souveraineté commerciale. Moi, je ne veux pas, pour ce qui est de la politique commerciale internationale, assister à ce triste spectacle qui voudrait que l'Europe soit une Europe offerte. Je voudrais que l'Europe reste ouverte, mais qu'elle ne soit pas une Europe offerte. Nous avons des intérêts communs à défendre, notamment en matière de sidérurgie et d'autres aspects. Je voudrais qu'ensemble, que nous fassions en sorte que ce fossé qui souvent divise l'Europe entre l'Est et l'Ouest soit comblé par une ambition commune retrouvée. Je crois que l'essor de l'Europe ne peut pas consister à diviser et à monter les uns contre les autres. L'Europe est un ensemble. Je sais l'importance que vous attachez à l'amitié franco-allemande. Et je suis, géographiquement, historiquement, très en faveur de nombreux rapprochements entre ces deux pays et ces deux nations. Mais n'oublions pas que l'Europe n'est pas seulement franco-allemande. Nous sommes 28, demain 27. Il faut aussi, pour que le moteur puisse fonctionner, l'apport des autres. Nous sommes 27, pas seulement français ou allemands. Je voudrais que nous ayons toujours sur notre radar d'avenir le sort des peuples des Balkans. Je voudrais que cette perspective européenne que nous avons offerte aux pays des Balkans occidentaux
en 2003, je ne sais plus où, je crois en Grèce. Salonique, oui, Thessalonica. Ville que j'aime bien puisque j'ai eu l'honneur d'avoir été fait docteur honoris causa de l'université de Thessalonique, donc j'aime cette ville profondément, non seulement pour des raisons historiques, mais aussi personnelles. Nous avons décidé en 2003 de donner une perspective européenne crédible aux pays des Balkans occidentaux. Moi, je sais toutes les difficultés qui gravitent autour de ce sujet dont la Commission va débattre aujourd'hui avec Federica et d'autres. Je ne suis pas naïf. Je sais les difficultés. Je sais les efforts que les pays des Balkans occidentaux doivent faire. Je sais la nécessité qu'il y a d'améliorer sur certains points la performance de certains des pays des Balkans occidentaux. Mais si nous enlevons à ces pays-là, dans cette région ultra compliquée, je devrais dire tragique, la perspective européenne, nous allons revivre ce que nous avons vécu pendant les années 90. Je ne veux pas le retour de la guerre aux Balkans occidentaux et il faudra que nous attachions à cette ambition. Enfin bref, j'appuie la démarche du président de la République lorsqu'il veut lancer ce dialogue citoyen. C'est en fait le prolongement d'une initiative que la Commission a prise, que nous appelons les dialogues citoyens. J'en ai fait beaucoup, nous en avons fait plus que 500 dans tous les pays membres de l'Union européenne. J'encourage le président de la République, le gouvernement français, la ministre aux Affaires européennes, d'en faire un grand événement, non seulement en France, mais partout en Europe. L'Europe mérite un débat démocratique approfondi. À vrai dire, l'histoire de demain s'écrit aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions l'écrire ensemble. Merci. Procedo ora alla chiusura del sistema per la registrazione elettronica delle richieste di interventi al Catch the Eye. Il dibattito si svolgerà nel seguente modo. Ora interverranno i rappresentanti a nome dei gruppi, poi il Presidente Macron avrà la possibilità di rispondere ai primi interventi, poi ci sarà il Catch the Eye. Prego tutti quanti di rispettare il tempo assegnato per dare la possibilità al maggior numero possibile di parlamentari di poter intervenire. Vi ricordo che le votazioni avranno inderogabilmente luogo alle ore 13. Do subito la parola a Manfred Weber a nome del gruppo del Partito Popolare Europeo. Mr. President, the European Parliament, this House, has waited a long time for a pro-European French president like you. My group is glad to have you here. France is a proud country, but you know France can only be strong if Europe is strong. You spoke today about the values of Europe, about our common union of values. And you are right. Secondly, to convince the Europeans it's important that Europe must deliver. Protect our borders, stabilise our euro, fight against terrorism, common defence, fair taxation. The list is long, and you can rely on the EPP as a strong partner on this agenda. Concrete projects and values. This has always been the approach for convincing people about Europe over the last decades. Then, why is Europe today so much under pressure and even in crisis? My answer is, people do not feel involved. The reality is that they see Europe still as an external power, not as their own project. The key question for the future of Europe is who has the power, the people in Europe or some elite groups? To answer this question, we don't have to invent anything new. We simply have to practice what is the essence of Europe, what has been fought for over generations with blood, sweat and tears. We must dare to practice parliamentary democracy in the future. You spoke about democracy. I want to be a little bit more precise. What makes parliamentary democracy such a strong force? It gives people a say and brings them together. When my voice matters, I care, I engage, I belong, and I'm willing to work for a greater
a common good. And what is if my voice doesn't count? Then it starts to feel like this is not my Europe. This is visible today everywhere, on newspapers' headlines, on Facebook comments, and on voting turnout. When you lose people, you lose Europe. It is good to knock on the doors of the Europeans and ask for their opinion on Europe. And many members of this European Parliament are doing this on a daily basis, to speak, to convince, to discuss with Europeans. But it makes, at the end, a big difference, and you know this. So simply stand in front of people and ask them of their opinion. Afterwards, you can care or not. Or whether you stand in front of people and ask for their vote. Because then the people have the power. That's why we need parliamentary democracy. And now to be more precise. True democracy does not work just during the meetings of the heads of states and governments. Too often they postpone their decisions. Too often they only look for who is the loser, who is the winner, and about tomorrow's headlines at home. True democracy does not mean decisions are taken behind closed doors. True democracy means more than just a meeting. Jean-Claude Juncker already said this, just a meeting between Angela Merkel and Emmanuel Macron. The Franco-German axis is important, but it's not Europe. Europe is much, 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 much more. True democracy does not mean denying responsibility. Leaders and national ministers cannot keep blaming and shaming Brussels for their own decisions. And true democracy does not mean dividing us into good and bad Europeans. I respect the will of the voters in every member state, whether it pleases me or not. So, what is true democracy? Mr. President, just take a look around here. The chamber of the European Parliament is the right place to discuss about this. Every citizen is given a voice here. You can find communists, you can find conservatives, Christian Democrats, liberals, Green Social Democrats, and even right-wing extremists. Some people call this the old Europe. I call this the democratic Europe, where people recognise themselves with their concerns and needs, with their different views and with their representatives. The European Parliament is the political landscape of our continent, and we can be proud of this. There is no vote on a president of Europe. There is no European-wide referendum. There is simply only one event where all Europeans together are asked for their opinion on Europe. Political issues in Europe must be in the hand of the voters during the European elections, just as national interest issues are in the hand of the voters during the national elections. And for the same reason, Mr. President, the European Parliament is the only place to elect and to control the European executive bodies, the Commission, or I call it the government of Europe. This is why the people must be given the right to decide who will become the next president of the European Commission. Candidates must stand for elections, must defend their programme, explain to people what they stand for, and finally, they have to look for the support of a majority of this chamber, freely elected member of the European Parliament. This is how the German Bundestag works. This is how the Spanish Cortes works. This is how the Polish Sejm works. It is simply parliamentary democracy in praxis, which gives the power to the people. And let's call a cat a cat. Not a college, but a government. Not a commissioner, but a minister. Not a regulation, but a law. That would make things for people understandable if we would do so, ladies and gentlemen. And those who want to become a commissioner next year should probably run for the EP elections. Let the people decide who the government should send to the Commission next year. Other elements are equally important. A true democracy can only survive if it has common basic convictions. There is no French, German or Croatian way of life. There is only a European way of life. And we can be proud of this fundament. It's unique in the world. A true democracy in Europe also means believing in a vision. Politicians like Kohl, Delors, Mitterrand have made the impossible possible because they followed their European dreams. But again, the key question for true democracy is when this Parliament decides to freeze the negotiation process towards Turkey, then the process has to be really frozen, dear colleagues.
When this Parliament is deciding about strengthening the external border, then Frontex officers have to be sent to the external border. And when this Parliament decides to introduce a free interrail passes, then the project has to see the light. So the people of Europe must decide, and we are representatives of the people of Europe, about the future of the European project. If we ignore the European peoples, the people will ignore us, and that is what we are facing sometimes today. So let us rebuild Europe as the most successful form of government ever invented by man, by parliamentary democracy. And I know this idea is not welcomed by everybody, but we have to overcome our trauma. Since 2005, we are discussing more about red lines and not enough about ambitions. The French say no more treaty change, the Germans say no more money, the Central Europeans say no more Brussels. I tell you, my main fear is not another Brexit. My main fear is a frightened Europe, and we will not be able to cope with the next crisis when we go on with this. So let's start now. Ladies and gentlemen, we have today the President of France with us. With his forward-looking approach for Europe, we can achieve a lot. The EPP is ready to work for a democratic Europe with ambitious projects, where the people, finally, are the owner of the European dream and the European future. As a young student, I was very much marked by the history of the Weiße Rose. Young people, students in Munich, the youngest was Sophie Scholl, 22 years old, were arrested by Gestapo in February 1943. They had used flyers to call for resistance against the Nazis. I quote one of their flyers. The imperialist idea of power must be disarmed, whatever side it comes from, for all time. Only with generous cooperation between the peoples of Europe will it be possible to create the ground on which a new construction is possible. Freedom of speech, freedom of confession, protection of the individual citizens from the arbitrariness of violent criminal states. These are the foundations of a new Europe. Munich, 1943, 4 young people were executed for these ideas. This has always motivated me to carry on their dreams, dear friends. This has always motivated me to carry on their dreams, and I am sure they would be proud of what has been achieved during the last decades, a Europe of peace and freedom. And the task of my generation is now to build up a real democratic Europe, where the future is in the hand of the people of this continent, a true parliamentary democracy for Europe. Let us begin. Thank you. A nome del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, la parola all'onorevole Udo Bullmann. Bienvenue, Monsieur le Président. Warm welcome from the Socialists and Democrats in these days, where the enemies of Europe, where those who would like to fight the European project shout out their hate. In these days, where fake news is governing whole countries, we need to certify and to reconfirm, yes, we need this united Europe, we need a strong Europe. And of course, somebody like you, having dedicated his own faith to his commitment on Europe, is very warmly welcomed in this House. Thank you for your courage. Thank you for your pro-European stance. We need that, and we would like to see more leaders doing the same. Just look at the slaughtering in Syria and what happened over the weekend. But please, this is a real case for a unified Europe. This is a real case for strengthening the European institutions. This is a real case for strengthening
Federica Mogherini, the High Representative, the United Nations, and Antonio Guterres. So please work towards that direction. There is more needed than the action of member states. Look at the Facebook scandal. Look at the situation in Europe as well as worldwide. Data protection is on top of the agenda today. But as we need European institutions to strengthen our foreign policy, we need European legislation. Facebook needs European legislation. Facebook needs urgently the community method. And we, our group, the Socialists and Democrats, proudly lead on e-privacy, on general data protection. Please support us in the Council. And now, forgive me when I start to talk about the relationship between Paris and Berlin, I feel tempted to switch over into my native tongue. Herr Präsident, mit wem wollen Sie arbeiten? Wer ist Ihr Partner? Es ist richtig, dass wir die Beethoven-Hymne singen, die Europahymne. Aber es reicht nicht, rote Teppiche abzuschreiten und die Hymne zu singen. Wir müssen unseren Traum Wirklichkeit werden lassen. Und by the way, wenn wir reden über Geschichte in Deutschland, Friedrich Schiller, der den Text geschrieben hat zu dieser großartigen Europahymne, hat es getan gegen die deutsche Kleinstaaterei, gegen die napoleonischen Kriege und zu einer Zeit, wo die Liberalen gerade dabei waren zu entdecken, dass ihre Idee der Freiheit der Menschen nur in einer Gesellschaft der Gleichen, nur in einer Gesellschaft der Brüderlichkeit und der Schwesterlichkeit Wirklichkeit werden kann. Wenn wir uns heute fragen, wo hapert es denn in Europa, lassen Sie uns zu den Wurzeln zurückgehen. Wenn diese europäische Idee der universellen Freiheit die Menschen betrügt, weil sie nicht eine Welt schafft der Brüderlichkeit und der Schwesterlichkeit, dann wird die Axt an das europäische Projekt gelegt. Und das ist mit der Grund, warum wir Schwierigkeiten haben heute. Und das müssen wir erinnern, um es zu überkommen. Also wieder die Frage, mit wem wollen Sie arbeiten? Sie haben schwere Tage vor sich. Madame No in Berlin hat schon gezeigt, wie schwierig es werden wird, die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion zu betreiben. Und die vielen kleinen Minischäubles, die sich da jetzt schon positionieren, anlässlich der Debatten auch heute im Deutschen Bundestag, werden Ihnen das Geschäft nicht erleichtern. Welche Geschichte lernen wir? Es ist nicht die Zwischenstaatlichkeit. Nein, Sie brauchen eine starke Europäische Kommission. Sie brauchen eine starke Europäische Kommission, unterstützt von einem starken Europäischen Parlament. Nur das wird die Wirtschafts- und Währungsunion voranbringen. Und dafür stehen die europäischen Sozialdemokraten, meine Damen und Herren. Wenn Sie nach einem zwischenstaatlichen Projekt suchen mit Berlin, habe ich einen Vorschlag. Gehen Sie zu Angela Merkel und sagen Sie ihr, pass auf, Angela, du reduzierst drastisch den Gebrauch von Kohle und ich reduziere drastisch den Gebrauch des Atomstroms. Das wäre das beste bilaterale Projekt, was Frankreich und Deutschland einer nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union andienen könnten. Sie haben die richtige Parole gewählt. Europe is about protecting our people. Europa muss seine Menschen beschützen. Aber warum blockieren Sie dann das Paket Work-Life-Balance im Rat? Wir haben gekämpft um dieses Paket und wir wollen erreichen, dass die Mutter zurückkommen kann nach der Babypause und selber entscheiden darf, wann sie in der Familie ist und wann sie am Arbeitsplatz ist. Das ist eine wichtige Sache, die wir gemeinsam voranbringen können. Warum blockieren wir die Finanztransaktionssteuer, wenn es um Gerechtigkeit geht? Warum schaffen wir nicht mehr für eine europäische Körperschaftssteuer, wenn wir die Großkonzerne besteuern wollen? Und nicht zuletzt, Europas Würde entscheidet sich
im Umgang mit Flüchtlingen. Sind Sie sicher, dass das, was im Moment in Frankreich unternommen wird, der Größe der Nation und der europäischen Würde entspricht? Ich habe Fragezeichen. Sozialdemokraten kämpfen seit mehr als 150 Jahren für ein vereintes und für ein solidarisches Europa. Das ist nicht immer das Europa der roten Teppiche, aber das ist ganz sicher das Europa der Schulen und Hochschulen, der Werkshallen und der Marktplätze. Ich glaube, Herr Präsident, Sie müssen sich entscheiden. Wenn Sie mit den Menschen sein wollen, werden Sie in meiner Fraktion Freunde finden. Aber das muss dann Wirklichkeit werden in unserer gemeinsamen konkreten Politik. Wir wünschen Ihnen Glück, aber wir wünschen Ihnen auch, dass Sie sich richtig entscheiden. Dankeschön. Vi prego di rispettare i tempi a voi assegnati, perché altrimenti togliete la parola ad altri parlamentari. Per il gruppo dei conservatori e riformisti europei la parola all'onorevole Kamal. Monsieur le Président, welcome. The European Conservatives and Reformists Group welcome a leader with a bold vision and the desire to shake things up. For too many national politicians praise the idea of ever closer union when in Brussels or in Strasbourg, but when they return home, their support for the European project of further political integration becomes a barely audible whisper. But, Monsieur le Président, what you say in Paris is what you have said here in Strasbourg, and that is to be respected. But when it comes to your desire to reform the European Union, the ECR Group agrees with the objective, but I'm afraid the devil is in the detail. Whilst we share your commitment to strong transatlantic relations, cutting red tape to help businesses create jobs, and the need for closer security cooperation, your vision of a European Union with a bigger budget, harmonised corporate taxes, unified social policy, common asylum system, and a European Minister for Finance may be the right vision for France, but the ECR Group feels it is not the right vision for all member states. And while there will be many in this chamber who see you as a saviour of the European project of political integration, many outside this chamber do not want to see an EU dominated by just one or two large member states. They want national leaders to find common solutions which are agreeable to all member states. But what you propose, Monsieur le Président, is revolutionary. But rather than sleepwalking, to use your phrase, towards your goal, it should be presented to voters across the EU with an honest disclaimer, in large letters, bold and underlined, that member states will become less and less sovereign as the EU becomes more and more sovereign, as you wish to see. And all politicians need to be careful. You talk about temporary taxes, but I'm reminded of Ronald Reagan's line that there is nothing more permanent than a temporary government programme. The growing dissatisfaction amongst voters has not been because the EU has too little power, but because it has too much. And despite this power, it has failed to secure the greater stability and prosperity that was promised. Countries signed up for cooperation in key areas of mutual interest with their EU neighbours, not to see more and more decisions made in one city, the other side of the continent. Monsieur Macron, we understand why you are seeking to regain the initiative. My group agrees that the European Union has drifted for far too long. But by returning to the 1950s agenda of political integration, you may be in danger of ignoring those who want an EU to face the challenges of the 2050s, not the 1950s. And that is why the ECR Group believes that the EU should facilitate nations to cooperate where necessary, but return powers to member states and local communities in areas such as immigration and social policy. But when countries do agree that an EU solution is the best solution, all countries should stick to the rules, not pick and choose, as we saw
with the Stability and Growth Pact or with a Dublin regulation on asylum. The ECR Group believes that common sense proportionate regulation rather than more political integration will allow businesses, farmers, fishermen and entrepreneurs to compete in global markets. But we also ask for more honesty. We ask that richer Eurozone governments be honest with their voters, that their taxes will be transferred to the budgets of poorer Eurozone countries, possibly forever. For that is the way that currency and sustainable currency unions work. Like your movement, Mr. Macron, the ECR was established to offer an alternative to the long-standing and stale political establishment in the EU. We've appreciated your honesty about your ambitions here today. And while I may be one of a number of MEPs who will not return to this chamber after the 2019 elections, the ECR Group will continue to fight for a vision of a reformed European Union. We will continue to oppose calls for ever more political integration. But where there is common ground, the ECR Group hopes to work with you to shape a reformed European Union, which respects all member states and their citizens. Let me just end on a more personal note. As our two nations, the UK and France, work together with the US in Syria, supported by our European and international partners, can I thank you for your cooperation and hope that our countries will continue to act as partners where it is in our interests to face global challenges together. Thank you. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali, la parola all'onorevole Guy Verhofstadt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, chers collègues, moi je veux commencer où Monsieur Kamal a terminé son intervention et répéter en votre présence ce que j'ai dit hier ici, dans cette même enceinte du Parlement européen, c'est-à-dire que nous soutenons sans réserve l'action militaire qui a été menée par la France et par les autres alliés en Syrie. Et je pense qu'il faut le dire, parce qu'un régime, chers collègues, qui utilise des armes chimiques contre sa propre population est un régime génocidaire et illégitime. C'est ça la réalité qu'il faut reconnaître. Mais il faut aussi dire que Monsieur le Président, cette intervention démontre notre faiblesse, parce que c'est la France qui intervient, c'est le Royaume-Uni qui intervient et qui lance des missiles. Ce n'est pas l'Union européenne. 65 ans après que l'Assemblée nationale a torpillé la communauté européenne de défense, on ne se rappelle plus, l'armée européenne n'existe toujours pas. Comme il faut le dire que notre politique étrangère, chers collègues, notre politique étrangère est aussi de temps en temps une illusion, à cause de notre manque d'unité, à cause de cette règle d'unanimité qui existe encore à ce jour dans la politique étrangère de l'Union, qui est une aberration et qu'il faut en finir directement. Et cette faiblesse, il faut le reconnaître, ne se limite pas à notre action extérieure. Vous avez utilisé dans votre intervention le mot paralysie. Paralysie, ça existe au niveau intérieur, disons-le. Quand un pays comme le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, on peut difficilement dire « Ah, quel succès !» Et en plus de ça, il y a naturellement les dérives autoritaires en Pologne et surtout en Hongrie. L'OSCE, chers collègues, a dans un rapport tout récent sur les élections hongroises dit, et je vais citer maintenant, « rhétorique intimidante et xénophobe, partialité des médias, financement électoral opaque. » Moi, quand j'ai lu ça, ce sont presque les mêmes mot pour mot que les remarques faites par l'OSCE lors de l'élection de Poutine. Et il faut être clair, selon moi, il n'y a pas de place, il n'y aura jamais de la place pour des États illibéraux dans notre Union. La liberté d'expression, l'état de droit, la légalité devant la loi ne sont pas seulement des principes libéraux, ici de la lumière, mais aussi et surtout des valeurs européennes. Et il faut faire quelque chose, parce que pour le moment, on ne fait strictement rien. Moi, j'ai été touché, Manfred, par les mots que vous avez utilisés tantôt. Ce pamphlet qui avait été rédigé par ces jeunes en 1943, assassinés par la Gestapo. Vous êtes allé au cœur de l'existence de l'Union européenne.
et c'est en tout cas mieux que d'envoyer des télégrammes de félicitations à M. Orban. Ça, c'est la vraie réalité. Alors, moi, je pense que c'est ce refus de s'attaquer aux aberrations, Monsieur le Président, en Hongrie. C'est cette incapacité d'agir, disons-le, dans les grands conflits de notre voisinage. C'est cette incapacité aussi de répondre aux flux migratoires, disons-le, parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui, qui affecte aussi notre économie, disons-le. Les Américains, en 9 mois, quand il y avait la crise financière en 2008, ont répondu avec un plan de nettoyage des banques, avec des investissements de 2500 milliards de dollars en 9 mois, 2 administrations diverses, démocrates et républicaines. Et nous, après 9 ans, on n'a pas encore nettoyé tous nos banques. On n'a pas encore notre union bancaire. On n'a pas encore, disons-le, fait la nouvelle gouvernance de la zone euro. Et donc, moi, je crains fortement, je vais le dire ici très ouvertement, que l'Europe n'est pas prête pour le moment pour une nouvelle crise financière. Si demain, espérons que ça ne se passe pas naturellement, une nouvelle crise financière est déclenchée. Et il faut se demander dans ce débat, Président, pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'Union? Pourquoi toujours ce trop tard, trop mou, trop faible dans l'Union européenne? Il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est le système intergouvernemental avec à sa base ce socle de l'unanimité qui fait que dans le monde, un monde qui va de toujours plus en plus vite, est voué à l'échec et est voué à l'inertie. Et je veux ajouter à ça, et on a déjà parlé de ça pendant le débat, il faut y ajouter le système politique binaire qui régit l'Union et qui, depuis son début, est révolu. Je veux dire par là, pas seulement les 2 grands partis traditionnels ici dans cette enceinte, je ne vais pas dire du mal d'eux, ce sont nos collègues, mais c'est aussi, on en a parlé déjà, l'axe franco-allemand. Il faut quand même le dire, elle n'est pas en bonne forme pour le moment. Et ne me méprenez pas, moi je suis pour que vous ayez de très bonnes relations avec Mme Merkel, mais naturellement, l'avenir et les progrès en Europe ne peuvent pas dépendre seulement de, je dirais, l'entente aléatoire entre 2 chefs d'État. Il nous faut beaucoup plus de ça. Et avouons-le, les eurosceptiques, il y en a pas mal ici, vous allez les entendre tantôt après nos informations, parce que pour le moment, vous êtes dans la bonne partie de cette intervention. Eh bien, les eurosceptiques, il faut le reconnaître, n'ont pas toujours tort, naturellement. Il faut avouer, non, c'est vrai, il faut avouer, voilà, ils se réveillent finalement, Il faut reconnaître qu'une large majorité de nos concitoyens, vous l'avez dit, est exaspérée par l'inertie de l'Union pour le moment. C'est ça qui alimente. Vous avez dit, ce n'est pas les opinions publiques, leur problème des citoyens, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la manière dont nous gérons l'Union européenne. Et vous avez vu juste dans votre discours à la Sorbonne, la solution, ce n'est pas pour casser cette inertie, ce n'est pas de casser l'Europe, naturellement, mais c'est de la réinventer, de la refonder. Et vous avez déclaré, vous l'avez répété ici aujourd'hui, la vraie souveraineté est européenne. Je dois vous dire que c'est très courageux de votre part, dans un pays qui a toujours pensé « vive l'Europe pourvu qu'elle est française », parce que c'est quand même un peu le sentiment en France. Alors, et c'est ça qui est important dans ce débat, Monsieur le Président, vous avez rompu avec ce que moi j'appelle une platitude. Et vous avez fait quelque chose qui est incroyable. Vous avez convaincu les Français pendant l'élection qu'une nation n'est pas souveraine lorsqu'elle se replie sur elle-même, mais quand la société et ses citoyens reprennent le pouvoir sur leur propre vie, sur leur propre destin. Et vous avez convaincu les Français, et certainement aussi cette enceinte, que pour cela, il nous faut un nouveau projet européen, un projet transnational, avec un élan pan-européen. Et ce que je vais vous dire ici dans ce débat, c'est une chose, c'est vous encourager à persévérer, parce que je dois vous dire, les forces conservatrices en Europe sont encore puissantes. Trop nombreux des gens qui disent « restons au status quo, il ne faut rien faire ». En fait, garder le pouvoir, c'est plus important que l'exercer. Et parfois, je dois vous dire, entre nous deux,
que j'ai l'impression que comparé aux conservateurs en Europe, même la SNCF est encore un bastion de réformateurs. Ça, je dois vous dire. Donc, une chose, il y en a un là. N'hésitez pas, n'abdiquez pas. Vous allez retrouver un autre Parlement européen après 2019, avec beaucoup plus de gens qui vont vous soutenir. Une génération Europe qui demande de l'audace. C'est pour ça que je termine toujours quand je parle de l'audace avec Danton, Monsieur le Président. Danton qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et l'Europe sera sauvée. Merci. Per il gruppo dei Verdi, la parola all'onorevole Philippe Lambert. Merci, Monsieur le Président. Il est bon que la France soit de retour. Ça fait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Alors certes, l'Europe ne peut être ni française ni allemande, mais elle ne peut rien construire dans la durée si elle ne peut compter sur l'engagement résolu et de l'Allemagne et de la France. Une France qui pourrait, si elle le veut vraiment, incarner à l'intérieur même de ses frontières la devise européenne de l'unité dans la diversité. Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Nous sommes convaincus, comme vous, que les Européens doivent agir ensemble s'ils veulent relever les défis de ce siècle. Là se trouve la clé de notre véritable souveraineté. Nous partageons votre volonté de construire une union politique qui redonne la parole aux citoyens. Ils doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Comme vous, nous voulons donner un avenir à notre monnaie commune et ceci exige, oui, un budget robuste d'investissement. Cela exige une garantie commune des dépôts bancaires, mais aussi la fin de la concurrence fiscale et du dumping social. Enfin, nous sommes avec vous pour affirmer « Make our planet great again ». Nous le savons, vous le savez, l'Europe doit être à l'avant-garde de la transition écologique, à commencer par son budget qui doit en être l'instrument. L'écologie est la clé de notre prospérité. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un 4e terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors,
vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nordica la parola all'onorevole Patrick Leyarick. Monsieur le Président de la République, bienvenue. On a du mal à comprendre votre concept d'Europe souveraine au moment même où vous avez pris la décision, en dehors du cadre de discussion européenne, sans mandat de l'ONU et avec pour seule alliance M. Trump et Mme May de bombarder des sites en Syrie. Aussi insupportable et condamnable, abjecte que puisse être l'utilisation des armes chimiques par le régime dictatorial de Damas, vous ne pouvez pas vous affranchir du cadre du droit international. Même l'application de la résolution de septembre 2013 à l'encontre de la Syrie y fait obligation en vertu du chapitre 7 de sa charte qui mentionne expressément que la décision est du ressort du Conseil de sécurité. Ce qui est grave et inquiétant ici est double. Si notre pays produit des actes qui, de fait, violent le droit international, alors nous ouvrons la voie à la loi de la jungle mondiale. D'autre part, pourquoi ce deux poids, deux mesures? D'un côté, l'empressement à bombarder en Syrie sans attendre les conclusions de la mission d'experts, quand Israël en toute impunité tue à Gaza, quand la Turquie s'accapare Afrin, quand le Yémen est bombardé dans le silence le plus total. Nous nous grandirions à travailler à un projet de conférence de paix et de co-développement entre l'Europe et le Proche et Moyen-Orient, incluant la reconnaissance de l'État de Palestine. Si votre projet de consultation citoyenne ne visait qu'à opposer ceux qui seraient pour une construction européenne et ceux qui seraient contre, nous serions, je crois, dans un piège mortifère. Il existe une autre voie, bien plus productive, celle d'un chantier de transformation progressiste, sociale, démocratique, écologique du projet européen. La voie moderne et nouvelle d'une union des nations et de peuples associés libres, souverains. Le mot refondé ne doit pas cacher la fuite en avant ultralibérale et austéritaire et adémocratique, celle-là même qui provoque dans toute l'Europe une immense colère dont vous avez parlé. En France, le bouillonnement des salariés, retraités, privés d'emploi, de celles et ceux dont la vie est précarisée, voire broyée, provient de plus d'une décennie d'austérité alors que les grandes entreprises dégagent des profits et que l'évasion fiscale bat des records. Pour que l'Europe les protège, il faut en finir avec ce vieux dogme de la concurrence qui permet dumping social et fiscal, favorise les délocalisations, abaisse les niveaux de rémunération du travail, détruit les services publics. C'est l'Europe solidaire qu'il nous faudrait inventer. Portons pour tous les citoyens européens un acte innovant
celui d'une sécurité sociale du travail combinée avec les formations indispensables garantissant une harmonisation vers le haut des salaires et le droit à un logement pour toutes et tous. L'Europe ne protège pas. Quand elle va au-devant de ces traités de libre-échange qui détruisent nos normes sociales, sanitaires et environnementales, inventons l'égal-échange et la coopération en lieu et place de cette guerre économique, une nouvelle politique agricole et alimentaire sécurisant nos paysans et la qualité alimentaire, une lutte sans merci contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, la taxation des transactions financières. Une Europe qui protège serait celle qui ne laisserait plus les réfugiés sombrer dans la mer et buter sur des murs, mais tendrait la main pour l'asile, comme le propose un rapport de ce Parlement, qui pourrait d'ailleurs servir à votre ministre de l'Intérieur. Pour protéger les travailleurs et les peuples, pour la souveraineté, il faut avoir le courage de s'émanciper de la domination des marchés financiers et inventer des mécanismes nouveaux permettant d'annuler des dettes illégitimes, d'en renégocier d'autres et de se donner des moyens de mobiliser efficacement les énormes sommes d'argent que crée la Banque centrale vers l'économie d'avenir, les services publics, la transition environnementale et numérique, grâce à la création d'un fonds de développement humain, social et environnemental. Un tel fonds serait d'ailleurs un très bon outil pour défaire notre dette de la SNCF, pour porter un projet commun pour le transport fret en Europe au service du climat. Ce pourrait être aussi un levier formidable pour lancer une grande entreprise européenne du numérique pour sortir de la domination nord-américaine. En fait, Monsieur le Président de la République, l'heure est sans doute venue de se poser la question de révolutionner la construction européenne avec et pour les peuples. Je vous remercie de votre attention. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola all'onorevole Philippot. Monsieur le Président de la République, j'ai beaucoup trop de respect pour votre fonction pour me réjouir de l'exercice auquel vous êtes en train de vous prêter. Devant cette Assemblée qui joue au Parlement parce qu'elle n'est pas un Parlement, il n'y a pas de peuple européen unique à représenter, devant cette Assemblée largement acquise à Bruxelles, où l'on déplaît quand on évoque les peuples, où l'on plaît quand on communie dans la religion européenne, vous êtes venus pour plaire. Plaire aux puissants, comme vous avez toujours su le faire. Plaire aux plus riches, qui peuvent désormais, selon vos propres mots, se débrouiller tout seuls, s'exonérant de leur devoir de solidarité envers la nation. Plaire aux donneurs de leçons professionnels, à ceux qui, depuis longtemps, ont confisqué le pouvoir et qui ont tourné le dos au peuple. Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne, et c'est lui qui, chaque jour, vous évalue, et c'est lui qui, aujourd'hui, va vous mettre une note. Rassurez-vous, votre note sera excellente, parce que votre discours a repris, sans surprise, tous les canons du catéchisme européen. Votre jury vous accorde un bon point quand vous parlez de souveraineté européenne, manière on ne peut plus fallacieuse de saper la souveraineté nationale, la seule qui vaille en démocratie. Votre jury vous donne ses encouragements quand vous endossez son ordre du jour, libéralisation, destruction des services publics, ouverture totale des frontières au mépris des risques migratoires insensés et du risque terroriste, condamnation idéologique de toute forme de protection commerciale. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez manqué de peu les félicitations du jury parce que vous vous êtes exprimé pour une fois en français, alors que de plus en plus souvent, dans votre expression publique, vous abandonnez la langue de Molière et la francophonie au profit de l'anglo-américain. Mais rassurez-vous, vous restez le chouchou de la Commission. Vous êtes tellement bon élève, tellement bien appliqué à suivre la politique de la Commission et des lobbies, que vous avez déjà rejoint Tony Blair et Matteo Renzi au rang des coqueluches de Bruxelles. Et comme eux, vous êtes condamnés à promettre de réformer l'Union européenne et vous échouez déjà, vous décevez déjà parce qu'elle est irréformable par construction. Vous avez déjà échoué, Monsieur le Président de la République, sur le travail détaché et sur le glyphosate. Alors voilà pourquoi je suis triste. Diriger une vieille nation comme la France est une fonction trop noble pour qu'elle s'abîme dans cette star académie des étoiles pâlissantes du drapeau européen où chacun défile comme un vulgaire élève. Monsieur le Président de la République, ne pataugez pas dans les eaux croupies des technocrates et des lobbies. Le monde ici est déjà le vieux monde. Le monde de demain est celui des peuples qui relèvent la tête.
Soyez connectés à cette dynamique de l'histoire. Sous l'impulsion de Nigel Farage, suivi par tant d'autres, le peuple britannique a déjà brisé ses chaînes. Oui, le peuple britannique, que ça vous plaise ou pas, a voté souverainement pour sa liberté et pour son indépendance. La liberté et l'avenir, l'Union européenne est déjà le passé. Parlez donc de la France, Monsieur le Président de la République, et donc parlez au monde comme la France sait le faire quand elle est libre, comme savait le faire le président Chirac en 2003, quand lui savait refuser les guerres américaines. Vous l'avez dit vous-même dans une récente interview à la BBC, si un référendum était organisé en France sur le Frexit l'emporterait. Alors soyez démocrates, faites donc ce référendum en France. Offrez aux jeunes la fierté, aux anciens la dignité, à tous la liberté. La France vaut bien mieux qu'un long tête-à-tête épuisant avec Bruxelles et Berlin. La France est un pays sur tous les continents, tous les océans. Nos nations sont des civilisations bien plus brillantes que ne le seront jamais n'importe quel traité européen. Oui, sortons de l'Union européenne pour rentrer dans le monde. Et si d'aventure, Monsieur le Président de la République, cette perspective ne vous séduisait pas, alors vous pouvez vous reconvertir au sein de la Commission européenne ou directement vous faire recruter chez Goldman Sachs. Vous n'aurez fait que griller une étape. Vive le Frexit, vive la liberté de nos nations, vive la France libre. Merci. Per il gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà, la parola all'onorevole Nicolas Bay. Monsieur le Président, si vous êtes parvenu, il faut bien le dire, sans grande difficulté, à ne pas nous faire regretter votre prédécesseur François Hollande, votre récente décision de suivre les États-Unis dans une intervention militaire unilatérale en Syrie va peut-être nous faire regretter Jacques Chirac, qui eut au moins le mérite, lui, de dire non au va-t-en-guerre américain. N'avez-vous donc rien retenu, vous et tous les autres, de l'Irak ou de la Libye, de ces interventions que leurs auteurs ont justifiées à l'époque déjà par des considérations morales, mais qui ont abouti à semer la guerre, à semer le chaos et à permettre aux djihadistes de prospérer? N'êtes-vous donc pas conscient qu'en France comme en Syrie, ce sont aussi les pires des islamistes qui ont applaudi vos frappes? En matière internationale, comme dans bien d'autres, vous êtes finalement loin, bien loin du nouveau monde que vous prétendez incarner. Vous coalisez autour de vous, dans un réflexe de citadelle assiégée, tous les bénéficiaires de ce vieux monde, d'un modèle à bout de souffle, tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il se perpétue, tous ceux qui rêvent encore du village global. Votre projet de fuite en avant apparaît surtout comme la pâle synthèse de Jacques Delors et d'Édith Cresson, celui d'une construction toujours plus bureaucratique et toujours moins démocratique, celui d'une Europe amnésique, sans frontières et sans identité. Sous les allures d'une certaine modernité et non sans quelques habiletés de communication qu'il faut bien vous reconnaître, vous êtes finalement à contre-courant du monde qui vient. Pour des raisons humaines et culturelles, pour des impératifs économiques et écologiques, ce siècle sera celui du retour de la notion même de limite, c'est-à-dire de frontières. N'en déplaise aux zélotes de la libre circulation sans frein des biens et des personnes, devenue la libre circulation et des armes et des terroristes. Dimanche soir, vous avez déclaré, je cite, que la France devait être un pays plus flexible et plus mobile. Mobilité, flexibilité, ce sont là des mots, des slogans, de la pub, de la com, si éloignés de la véritable politique et de ses exigences. Ce que nous devons garantir, c'est une France durable et des nations durables en Europe. Les peuples se sont mis à parler, Monsieur le Président. Écoutez ce qu'ont dit tour à tour le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Hongrie, mais aussi d'ailleurs beaucoup de Français. Ces peuples veulent que leurs économies, leurs entreprises et leurs emplois soient protégés de la concurrence déloyale. Ils ne veulent ni des travailleurs détachés, ni des traités de libre-échange dont une petite minorité est bénéficiaire au détriment de l'économie réelle et des peuples qui en souffrent. Ils veulent en finir avec l'immigration sans frein et sans fin. Ils veulent retrouver leur souveraineté, c'est-à-dire tout simplement leur liberté. Oui, les peuples veulent pouvoir décider pour eux-mêmes. Autrefois, on appelait cela la démocratie. Les peuples expriment leur rejet de cette Union européenne qui entend décider de tout, mais qui se montre incapable de relever les défis
où elle est réellement attendue, mélange paradoxal de dérégulation et de surréglementation. Absente et impuissante dans l'innovation technologique, dans la sécurité alimentaire, dans l'intelligence artificielle ou dans la protection des données personnelles, l'Union européenne est en revanche omniprésente lorsqu'il s'agit d'atteindre à la liberté des nations. Vous voulez accélérer en laissant de côté les nations qui ne partageraient pas vos choix et qui, selon votre expression, ne voudraient pas avancer. Mais avancer vers quoi, Monsieur le Président? Avancer vers plus d'intégration européenne, moins de régulation économique, plus d'immigration et de communautarisme? Avec vous, et vous aurez sans doute le soutien de M. Verhofstadt, ce serait donc l'Europe sans la Hongrie, mais avec la Turquie. Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences de l'enracinement, disait Albert Camus en parlant de l'œuvre de Simone Veil, la philosophe. Oui, la renaissance, la refondation de l'Europe doit s'enraciner dans nos nations, dans notre civilisation commune. C'est le défi de l'identité que nous devons relever ensemble. L'identité des nations n'est pas un poids. Elle est au contraire une arme et un bouclier dans la mondialisation. Elle peut y être un formidable facteur de réussite et de rayonnement. L'Europe des nations, des coopérations et des protections, voilà l'avenir que les peuples sont en train d'écrire. Et c'est devant eux que nous vous donnons rendez-vous dans un an. Alla parola l'onorevole Chauprade, non iscritto. Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous avec l'estime dans laquelle je tiens l'homme qui redonne de la dignité à la fonction présidentielle en France et qui engage de courageuses réformes dans mon pays. Vous voulez, comme moi, donner un avenir à la France et à l'Europe qui traverse une profonde crise de légitimité et de désamour des peuples. Mais l'Europe, cette civilisation de la liberté, ne sera rien demain si elle se laisse effacer par les réalités démographiques. Vous avez cité dimanche soir l'essayiste Stephen Smith à propos de l'Afrique. Alors je reprendrai ces chiffres. Il y a aujourd'hui 510 millions d'Européens dans l'Union, 1,3 milliard africains sur le continent voisin. Dans 30 ans, ce seront 450 millions d'Européens pour 2,5 milliards d'Africains, soit 5 fois plus. Et d'ici à 2100, 3 personnes sur 4 qui viendront au monde naîtront au sud du Sahara. Votre ministre de l'Intérieur, M. Collomb, a lui-même parlé, je le cite, de submersion migratoire. L'immigration n'est pas le remède au vieillissement de l'Europe. L'immigration apporte davantage de dépendants que d'actifs. Elle déstabilise nos sociétés et contribue à déchirer nos unités nationales, héritage fragile de siècles de lutte. Ce qu'il faut, c'est rendre productifs les gains de vie engrangés, c'est encourager la mobilité du travail à l'intérieur de l'Union, c'est relancer notre natalité européenne, c'est digitaliser nos économies en misant sur la robotique et l'intelligence artificielle. Monsieur le Président de la République, nos libertés sont avant tout le produit de notre civilisation. C'est cette évidence que nous rappellent Budapest, Prague, Varsovie, Vienne. Négliger ou traiter par l'arrogance ce signal qui nous vient des peuples et des gouvernements de l'Est serait, à mon sens, une erreur grave pour l'avenir de l'Europe. Il ne tient désormais qu'à vous, Monsieur le Président de la République, puisque vous avez du talent et du courage, d'ajouter à votre combat pour la modernisation économique de la France le combat essentiel pour l'avenir de la civilisation européenne. Les Français vous attendent sur cela et beaucoup d'Européens avec eux. Monsieur le Président, vous avez une dizaine de minutes si vous voulez répondre aux premières questions que vous a posées du côté du groupe. Si vous voulez prendre la parole tout de suite. Président du Parlement, merci, Mesdames et Messieurs les députés, de m'avoir permis de revivre ce que la Constitution française ne m'autorise plus, c'est-à-dire un débat avec le Parlement. J'étais naguère ministre et j'aimais particulièrement cet exercice. Je ne vais pas reprendre forcément dans l'ordre chronologique, mais essayer de répondre aux principaux points qui ont été soulevés. D'abord, tout de même, quand on parle de souveraineté et quand on parle qu'il s'agisse des peuples nationaux ou européens, je voudrais faire 2-3 clarifications. Moi, je suis étonné que vous puissiez dire ce que vous ayez dit sur cette assemblée dans laquelle vous êtes. Vous y avez été élu par le peuple français. Vous avez un drôle de respect pour le peuple français de traiter comme cela la fonction qu'il vous a confiée.
Alors, si cette assemblée ne vous plaisait pas, il ne fallait pas y venir. C'est tout. Il fallait aller à d'autres élections. Il fallait vous y soumettre. Et quant au projet qui serait le vrai projet français, enfin, les Français l'ont choisi au mois de mai dernier. Vous défendiez l'un et l'autre. Vous défendiez l'un et l'autre. Un projet. Il a perdu. Et il a perdu parce que le peuple français en a décidé ainsi. Mais néanmoins, vous exprimez une colère. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On doit l'entendre. Et je l'entends. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours eu des débats respectueux, y compris dans la campagne avec Madame Le Pen. Et c'est aussi pour ça que je ne me retrouverai pas dans la facilité des propos qui jugent depuis ici ce qu'il faudrait faire dans un pays en racontant à peu près toutes les bêtises auxquelles j'ai d'ailleurs répondu longuement dimanche dernier. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 1946, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité, la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai la cohésion, j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement, parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque, parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées. De la même façon, vous avez évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes et compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne m'étendrai pas davantage. Nous avons pris des décisions courageuses et qui n'avaient jamais été prises depuis 20 ans pour arrêter un projet qui n'était pas conforme à nos objectifs. Mais les gens qui manifestaient contre ce projet, est-il légitime de les laisser manifester et attaquer les forces de l'ordre quand il n'y a plus d'origine à leurs manifestations? Les projets agricoles, y compris les plus innovants, sont toujours sur place, portés par des gens qui se conforment aux règles. Mais la liberté, l'égalité, la fraternité supposent aussi le respect de l'ordre républicain. Et on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République. Vive la France et vive l'Europe. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière la France libre. Si vous mettez la même chose que moi, nous avons toute notre place avec cette interpellation ici. Quant au sujet migratoire, que vous avez été plusieurs à évoquer, ce sujet, et vous avez raison de rappeler les chiffres de M. Smith, est un sujet dont la racine est beaucoup plus profonde et que nous ne réglerons par aucune politique aujourd'hui nationale. C'est pourquoi je pense que s'attaquer à la cause, c'est aider à la stabilisation en Afrique sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ce que nous faisons à l'ONU et dans le cadre de l'intervention française Barkhane aux côtés des États du Sahel. C'est avoir une politique de développement ambitieuse qui seule permettra le développement, l'émancipation de chacun dans son pays. Et c'est ce que d'ailleurs l'Europe à plusieurs reprises a soutenu à travers l'idée de ce plan Marshall, c'est ce que nous soutenons et ce que nous faisons à travers l'Alliance pour le Sahel et notre politique, et c'est la décision que j'ai assumée d'augmenter notre aide publique au développement pour atteindre les 0,55% de revenu national brut à horizon 2022. C'est ensuite une politique de solidarité extérieure et intérieure en Europe. Et c'est la clé si nous voulons avoir une réponse intégrée au risque migratoire. Vous m'avez tout à l'heure entendu parler de ces sujets qui
vont occuper et le Conseil et le Parlement dans les prochains mois. Mais je crois très profondément que nous avons besoin d'une solidarité européenne à nos frontières pour nous protéger, comme d'une solidarité à l'intérieur de nos frontières. J'ai fait à ce titre une proposition, mais il y en a beaucoup d'autres, pour pouvoir partager la charge. La France, dans ce domaine aujourd'hui, doit se féliciter de la coopération avec plusieurs États membres. Je pense en particulier avec l'Allemagne et l'Italie, que je veux saluer. Et je pense en particulier qu'avec l'Italie, nous avons montré, durant cette dernière année, notre capacité à justement œuvrer ensemble. Maintenant, au même titre que celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de la cohésion, j'assume des réformes en cours qui visent, d'une part, à donner une effectivité au droit d'asile, que j'ai toujours défendu et que je défends avec vigueur, mais qui consiste à arrêter un système où il faut 14 mois avant d'obtenir l'asile, ce qui est le cas en France, quand c'est 6 mois en Allemagne, par exemple. Et donc, tout le sens de la réforme qui est ainsi portée par la France, c'est de faire converger notre système vers le système en particulier allemand ou de nos voisins. En termes de délai, en termes d'organisation, le système français aujourd'hui n'est pas à la hauteur du défi migratoire qui est le nôtre. Il est extrêmement long, il ne distingue pas à proprement parler l'asile des autres formes de migrants et il ne permet pas d'avoir un accueil à la hauteur de ce que nous devons aux femmes et aux hommes qui arrivent soit avec des visas, soit pour demander l'asile et être protégés. J'assume totalement cela. Et vous savez, quand je parle de souveraineté d'une Europe efficace, c'est parce que je refuse tout à la fois le projet inacceptable d'un rétrécissement nationaliste, parce que de là où je suis, je l'ai battu. Mais je refuse aussi une forme d'irénisme coupable qui voudrait, en se drapant derrière des principes et en oubliant qu'il faut toujours tenir en même temps la cohésion de nos peuples, qu'il y a une réalité à étreindre. Chesterton avait une belle formule, il disait « Les vrais idéalistes sont des pragmatiques ». Regardez Robinson Crusoe, il n'est pas parti avec des grandes idées de voyage, il est parti avec des jambons, des fromages et une organisation pour pouvoir tenir. Je vous invite à vous inspirer de Robinson Crusoe. Ensuite, vous avez évoqué à plusieurs des sujets essentiels pour le fonctionnement de notre Europe. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, d'y revenir. Sur le sujet, d'abord, cher Président, des Balkans. Moi, je voudrais qu'on poursuive deux lignes qui me semblent relever de nos intérêts et du pragmatisme. Le premier, oui à votre volonté d'arrimer les Balkans à l'Europe. Le risque géopolitique qui est le nôtre, c'est de voir les Balkans occidentaux dériver ou vers la Turquie ou vers la Russie. C'est un risque, ou de s'effondrer dans leur propre division. Et donc donner une perspective, les arrimer à un projet et à cette ambition européenne est essentiel. Mais pour ma part, je ne défendrai un élargissement que quand il y aura d'abord un approfondissement et une réforme de notre Europe. Et je voudrais que nous puissions tenir cette ambition dans ces deux lignes. Et donc, je ne veux pas des Balkans qui se tourneraient vers la Turquie ou la Russie, mais je ne veux pas d'une Europe qui, fonctionnant difficilement à 28 et demain à 27, déciderait qu'on peut continuer à cavaler et à être demain 30 ou 32 avec les mêmes règles. Ça n'est pas vrai. Justement, en parlant de ces règles, je suis pour ma part convaincu qu'il nous faut avoir des règles plus pragmatiques. Un, si nous voulons avancer, acceptons. Et là-dessus, je vous rassure, vous avez été plusieurs à parler du couple franco-allemand. Vous ne m'avez jamais entendu parler dans mon discours du couple franco-allemand. Et donc j'ai été saisi par votre réaction, qui est inspirée ou instruite par l'histoire. Je suis attaché à la relation avec l'Allemagne, mais je n'ai jamais considéré qu'elle épuisait le sujet européen. Je sais simplement, instruit de l'histoire, que s'il n'y a pas le minimum d'accord entre la France et l'Allemagne, on perd beaucoup de temps à avancer et à prétendre faire l'Europe et poursuivre. Mais j'ai toujours voulu, d'ailleurs brisant parfois les lignes de front qui s'étaient installées, considérer qu'on pouvait avancer avec une forme de noyau dur qu'on aurait prédéfini. Moi, j'ai vu plusieurs dirigeants européens, d'ailleurs, avec une véritable ambition ces derniers mois, qui étaient de pays que certains disent petits ou disent à l'Est, ou ceci ou cela. Il n'y a que des pays membres de l'Union européenne, et c'est une logique de projet. Mais essayons d'avancer avec une règle qui est que celui qui n'a pas envie d'avancer ne puisse pas bloquer les autres. Et je souhaite que nous puissions, vers les réformes à venir, avancer avec cette règle, qui avait été proposée par d'autres naguère, et que nous ayons ce degré d'ambition. Oui, pour aller vers donc plus de majorité qualifiée, et ne pas systématiquement aller vers une logique de blocage, je pense que c'est fondamental. Ensuite, vous avez parlé, sur des sujets plus institutionnels, de la place du Parlement, Président, et de la démocratie parlementaire. J'y suis profondément attaché. J'y suis attaché, c'est pour cela aussi que j'ai souhaité ces exercices de participation.
Je suis aussi attaché à la séparation des pouvoirs qui va avec une constitution. Et donc il y a dans les constitutions et les traités des responsabilités qui vont au Parlement, qui vont à la Commission et qui vont au Conseil. Si on veut en changer, il faut le demander au peuple. Et donc je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on décide d'arbitrer telle ou telle compétence pour d'un seul coup la passer d'un côté ou de l'autre. Et je crois tellement d'ailleurs à la démocratie parlementaire et à la vitalité de l'expression des peuples que j'avais proposé ces listes transnationales. Parce que si on croit à la vitalité des peuples, si on croit à la vitalité de la démocratie, il ne faut pas y croire simplement quand on s'organise avec des partis à des élections qui restent des projections nationales et le taux de participation qui est le nôtre aujourd'hui. Allons au bout de la logique. On croit à la démocratie parlementaire. On veut que ce soit un grand Parlement. Il faut qu'il y ait le maximum de participation aux élections. Il faut donc que les débats soient vraiment européens. Et il faut donc qu'on ose aller vers une part de listes transnationales dont les leaders pourraient légitimement être les fameux Spitzenkandidaten. Mais je trouve que c'est bizarre à ce titre de s'arrêter en quelque sorte au milieu du gué et de croire à la démocratie parlementaire si ça reste une démocratie de partis existants structurée à logique principalement encore nationale. Il faut bien le dire. Je vois le temps qui court et je sais les règles dont m'a parlé le président. J'aurais voulu revenir sur plusieurs autres sujets. Permettez-moi simplement de finir ce propos avec 2 points. L'un sur lequel je veux revenir, qui est la Syrie, l'autre qui est le sujet du budget européen et des ambitions que nous devons porter. Moi, je ne crois pas que le budget plus élevé soit un problème pour nos concitoyens si nous savons nous organiser. Et je ne crois pas d'ailleurs que cette ambition européenne, pour clarifier ce point que plusieurs d'entre vous ont soulevé, je ne crois pas qu'un budget européen plus fort, pour porter nos ambitions nouvelles, pour porter l'ambition de nos politiques historiques, et que cette souveraineté européenne dont je parle soit concurrent des budgets nationaux ou des souverainetés nationales. Je ne le crois pas parce que quand je regarde les grands défis, la transition énergétique, le numérique, le commerce, les grandes migrations, nous avons besoin d'une réponse européenne. Et on le voit sur tous ces sujets. La réponse nationale se débat, mais elle est insuffisante. Et à ce titre, vous en avez donné un exemple formidable. Le règlement général pour la protection des données. Il n'avait aucun sens de le faire au niveau national, aucun. Nous n'aurions rien protégé, il y aurait eu des politiques de contournement. Les opérateurs se seraient mis en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne si je l'avais pris. Vous l'avez fait au seul niveau où c'était pertinent de le faire, et à un niveau où on peut tenir tête à des grands acteurs économiques, mais où on peut créer une organisation. Et donc, j'assume le fait de porter ces 2 souverainetés parce qu'elles sont complémentaires. Enfin, sur la Syrie. Je vais d'abord vous dire que sur la Syrie, cette intervention de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique n'a rien à voir avec ni l'Irak ni la Libye. Pour une raison très simple, nous n'avons déclaré la guerre à personne et nous ne sommes pas intervenus en déclarant la guerre à qui que ce soit. Mais enfin, c'est un peu toujours le même principe, au fond, de ce que je vous dis. Si on croit dans le multilatéralisme, dans la force du droit, à un moment donné, on doit pouvoir décider de ne pas céder au cynisme de ceux qui veulent impuissanter le multilatéralisme. C'est de cela dont il s'agit. Alors, maintenant, très précisément, parce que ce sujet, comme d'autres, ne souffre pas l'approximation, nous sommes engagés à plusieurs dans une coalition internationale diplomatique et militaire qui lutte contre qui? C'est la seule guerre qui est faite en Syrie. Contre Daesh, contre les groupes terroristes islamistes qui nous ont attaqués et qui ont fait des centaines de morts dans nos pays. Cette guerre est légitime, elle a un cadre et nous sommes pleinement impliqués. C'est la seule guerre que nous menons aujourd'hui en Syrie. Mais il y a une guerre parallèle, celle que mène Bachar al-Assad contre le peuple syrien et ses opposants, depuis maintenant 7 ans. Nous n'avons pas déclaré la guerre à Bachar el-Assad. Je l'ai dit à plusieurs reprises et les interventions d'il y a quelques jours n'ont rien changé à ce titre. Mais nous avons mené un travail constant, diplomatique et humanitaire, pour faire notre devoir et défendre nos valeurs. Et je l'assume parfaitement. Et oui, les résolutions prises dans le cadre de l'ONU, en particulier celle de septembre 2013, 21-18, prévoyaient un recours à la contrainte, auquel d'ailleurs le président Poutine, lorsqu'il s'est rendu à Paris, se rangeait il y a un peu moins d'1 an, lorsque j'avais déjà présenté cette ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques. Parce qu'il y a des textes internationaux qui condamnent l'utilisation des armes chimiques. Et la résolution 21-18 l'a condamnée, avec un engagement de tous les membres permanents du Conseil de sécurité et un engagement à l'époque du régime de Bachar el-Assad. À plusieurs reprises, cet engagement a été violé.
À plusieurs reprises, plusieurs membres de la communauté internationale se sont organisés pour impuissanter l'ONU et l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques. Depuis novembre 2017, en déstructurant le mécanisme d'attribution de l'OIAC, puis en s'opposant à toutes les résolutions qui permettaient d'aller plus loin. Alors je vous le demande, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis, défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité elle est pour les autres. Non, non. Et donc, dans un cadre qui est bien précis, et je le rappelle, où nous faisons la guerre aux terroristes, où Bachar el-Assad fait la guerre à son peuple, 3 pays sont intervenus, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, pour l'honneur de la communauté internationale, pour justement, dans un cadre légitime, multilatéral, de manière ciblée, sans aucune victime humaine, détruire 3 sites de production et de transformation d'armes chimiques. Alors, regardons nos principes en face, regardons en effet le droit international en face et demandons-nous où nous voulons aller. Ces frappes ne règlent rien, mais elles mettent fin simplement à un système auquel nous nous étions aussi habitués, qui est qu'en quelque sorte, le camp du droit serait devenu le camp du faible. Et je ne m'y résous pas. Alors nous continuerons le travail essentiel, diplomatique, au Conseil de sécurité, pour construire le cadre de la lutte et de l'interdiction des armes chimiques. Cela a recommencé avec toujours les mêmes vétos russes. Nous continuerons aux Nations Unies de lutter pour qu'il y ait des accès et des évacuations humanitaires dans la Ghouta, comme malheureusement demain à Idlib. Nous continuerons le travail humanitaire sur le terrain, et je l'ai annoncé hier, avec la France qui investira 50 millions d'euros pour les projets portés par les organisations non gouvernementales sur le terrain, et j'invite tous les pays à se joindre à cet effort humanitaire. Et nous continuerons enfin à travailler à une solution politique inclusive en parlant à toutes les parties. La Russie, la Turquie, l'Iran, comme le régime, et surtout avec toutes les forces d'opposition, pour construire la Syrie de demain et réparer ce pays, car c'est là l'essentiel. Mais nous ne construirons pas la Syrie de demain si nous détournons le regard pour la laisser au régime de Bachar el-Assad et à ses alliés, une fois qu'ils auront terminé le sale travail qu'ils mènent. Je vous le dis franchement. Je vous remercie, j'ai déjà été trop long.